Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce petit tuto nous allons apprendre à utiliser le logiciel Meshroom qui est un logiciel de photogrammétrie. Donc globalement un logiciel qui permet de passer d'un nuage de photos à un nuage de points qui représente le relief de la surface prise en photo. Donc on va voir un petit peu plus en détail ça après. Première chose à faire, eh bien évidemment télécharger Meshroom. Voilà. Donc on va sur internet, Meshroom, premier site Alice Vision, c'est très bien. Et sur le site Alice Vision, qui est l'organisme qui a développé Meshroom, on peut directement cliquer sur Meshroom. Il y a un certain nombre d'autres onglets, genre comme photogrammétrie, où vous retrouverez l'ensemble des descriptions de tous les outils utilisés pour faire de la photogrammétrie. Et donc je vous recommande vivement d'aller lire l'ensemble de ces onglets. En tout cas, pour ce qui est du téléchargement, il faut aller dans Meshroom et aller directement sur Download et prendre la version Windows. Ça nous renvoie sur la page de téléchargement. Une fois arrivé ici, le téléchargement se lance directement. Nous, on va l'arrêter puisqu'on l'a déjà téléchargé. Vous avez téléchargé donc un fichier qu'il faudra décompresser simplement et qui ressemblera à ça. Donc, une fois ouvert, vous ouvrirez l'application Meshroom, celle qui s'appelle juste Meshroom. Et de là, le logiciel est ouvert et on peut le découvrir ensemble. Donc on va retrouver en haut la barre des menus. Ici, le menu Start, Stop et une fois que vous aurez lancé les traitements, il y aura aussi la barre de progression, mais sur l'ensemble des traitements. Ici, la galerie d'images, donc quand on aura pris des photos, c'est ici qu'on les ajoutera. Là, le visualisateur en plan 2D, le visualisateur en 3D. Pour naviguer dedans, clic gauche sur la souris et on clique sur les différents axes pour se déplacer par rapport à la sphère. Si la sphère ne se localise pas au bon endroit, eh bien on peut, avec le maintien de la touche Alt et un clic gauche, non, Maj et un clic gauche, exactement, Maj et un clic gauche, on peut déplacer la sphère. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que vous aurez besoin de savoir ici. En dessous, le menu, finalement c'est notre workflow qui est déjà programmé. Donc ça c'est vachement pratique avec Meshroom. Tout est programmé. Si vous avez un ordinateur, et ça je ne l'ai pas précisé, mais Meshroom tel qu'il est là est fait pour fonctionner avec des ordinateurs de type Windows. Il peut potentiellement fonctionner avec des Linux, mais ils vont nécessiter d'être largement paramétrés, puisqu'il faut une carte graphique Nvidia globalement supérieure à une 1050, mais ça marche aussi avec les 950 et tout. Mais bon, globalement, c'est pas, voilà, c'est pas fou, mais ça peut fonctionner. De toute façon, peu importe votre ordinateur, du moment qu'il est capable d'ouvrir le logiciel, donc Windows ou Linux, vous êtes capable d'utiliser Meshroom en coupant finalement les étapes où ils vont passer en rouge, en refaisant des nœuds et en réarrangeant le circuit ici. De toute façon, on en verra quelques exemples après. Donc dans cette interface, de la même manière, on peut naviguer, donc zoomer, dézoomer. On peut cliquer, comme pour tout à l'heure, sur Maj et clic gauche pour se déplacer. Zoomer, voilà. On voit qu'on a un certain nombre d'outils qui sont les uns connectés aux autres. Donc les produits des uns alimentent les suivants, etc. Pour arriver à la fin, donc depuis nos images en fichier jusqu'à un meshing, donc c'est un modèle 3D et une texture qui va être la colorisation de ce modèle 3D. Donc c'est l'objectif final de notre travail. Donc on reviendra une fois qu'on aura acquis les données sur chacun de ces outils, même si on ne rentrera pas en profondeur. Ce qui est tout de même intéressant de savoir, c'est qu'on peut voir l'avancée dans Task Management Manager des différentes tâches. Bon, là pour le moment j'ai rien lancé donc il n'y a pas de tâches. Et si on clique sur un outil, eh bien on voit ici à droite dans le tableau Node qu'on a l'intégralité des paramètres de cet outil, qu'on a le log qui est finalement l'état d'avancement
en script de ce qui est en train de se passer dans l'outil lorsqu'il est actif. Donc là, il ne se passe rien du tout. Et le dernier truc qui va être intéressant, c'est documents que je vous recommande de lire, hein, comme pour le site internet, pour avoir plus d'informations sur chacun des outils et bien comprendre à quoi ils servent, puisque je vais rester assez superficiel dans mes explications. Voilà, autre spécificité pour l'ordinateur, je ne l'ai pas précisé, toujours pareil, idéalement 32 Go de RAM, donc ça va pas être la plupart des PC. Si vous avez que 8 Go, ça peut passer, mais il va falloir vraiment faire des sacrifices. Euh, Là, tout de suite, je suis sur un ordinateur qui a 16 Go de RAM, qui a une 1050, donc c'est une toute petite carte graphique. Donc globalement, bah, vous allez faire comme moi parce que je vais tout faire pour que le traitement soit le plus léger et le plus rapide. Mais évidemment, ça ne vous empêche pas de prendre des libertés pour le rendre plus efficace. Voilà, on se retrouve maintenant sur le téléphone pour prendre les photos. Ouais, bien voilà, on se retrouve sur mon téléphone pour prendre les prises de vue pour faire la photogrammétrie. Donc ici, on peut découvrir le modèle qui sera utilisé aujourd'hui, qui est ce splendide van avec les friandises qui vont bien. Et l'objectif va être de prendre des photos de façon à ce qu'elles soient les plus qualitatives possibles pour la photogrammétrie. Donc plusieurs paramètres où il faut faire attention. Déjà les trois principaux, ça va être la vitesse d'obturation, la taille de l'ouverture et les ISO. Donc pour le coup, vous pouvez les régler si vous allez dans votre onglet plus, hein, que vous avez forcément à peu près, ou l'onglet pro, où vous allez pouvoir choisir les vitesses d'obturation ici, donc c'est speed. Mais comme vous le constatez, à moins d'avoir des très fortes lumières, bah, vous êtes obligé de rester sur des vitesses d'obturation relativement lentes. Donc voilà, c'est pas terrible. Et concernant les ISO, et bien là, je me suis mis à 100, ce qui est plutôt pas mal, parce que moins on a d'ISO, plus ça veut dire qu'on capte de lumière, enfin peu de lumière, et c'est-à-dire qu'on aura moins de grains sur l'image, alors que si on augmente beaucoup les ISO, et bien on va se retrouver avec des grains très importants. Donc voilà, ça c'est si vous utilisez, pareil pour la focale, ça va être la profondeur de champ, et bien ça c'est si vous utilisez des, des appareils photo dans le cadre d'un téléphone portable. En réalité, moi je vous recommande largement de ne pas vous embêter et d'aller directement hop, dans le mode automatique des photos. Et simplement, vous pensez bien à cliquer avant chaque photo sur l'objet que vous souhaitez prendre en photo. Parce que regardez, si je clique sur l'armoire derrière, eh bien, la profondeur de champ change et mon van en premier plan eh bien, devient tout flou. Deuxième chose, toujours faire en sorte que l'objet que l'on souhaite photographier, hein, là en l'occurrence c'est un objet, donc je vais en faire le tour de façon concentrique et sur plusieurs étages pour avoir tous les angles. Mais si c'est un plan, c'est la même chose, il faut faire en sorte de prendre tout en photo, morceau par morceau, et de façon à avoir tous les angles. Et en étant toujours net sur l'objet que l'on souhaite transformer en modèle 3D. Donc là en l'occurrence, c'est ici, on va cliquer sur le van. Normalement, tous les paramètres se mettent relativement bien et on prend une photo. Cette photo, elle est bien parce qu'on est plutôt centré, on a un premier angle et en plus, on n'a pas trop de pixels gâchés sur les côtés qui généreraient des aberrations. Pour faire ça, d'ailleurs, j'étais ici et j'ai modifié pour mettre les images en 4 tiers parce qu'évidemment, j'aurais pu les mettre en full, sauf qu'en fait, en full, on voit déjà, on est un petit peu plus zoomé. J'aurais dû me reculer un peu et je vais me retrouver avec des grandes bandes de part et d'autre de données qui ne m'intéressent pas. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en 4 tiers. J'aurais pu aussi le mettre en 1-1. Le problème, c'est que ça aurait été pas mal pour certains angles et on aurait eu beaucoup plus de vide sur d'autres. Donc, d'où mon choix de mettre du 4 tiers. Après, voilà, ça c'est à votre appréhension. De la même manière, j'ai choisi de mettre 12 mégapixels et pas 64 mégapixels que me permettent mon téléphone. Parce que si je mets une qualité trop importante, eh bien ça va être des images aussi lourdes à traiter ensuite. Et je vous ai déjà expliqué que l'ordinateur que j'utilise n'est pas très performant. Et donc à ce titre-là, je préfère limiter au maximum la résolution des photos, puisqu'on aura déjà bien assez de points d'ancrage. Et c'est là la dernière chose qui est très importante, c'est le taux de recouvrement entre mes photos. Eh bien si je fais une première photo ici, eh bien il faut que la deuxième soit vraiment un petit peu à côté, mais pas beaucoup.
de façon à avoir un taux de recouvrement entre mes deux images aux alentours de 80% sur ma première sphère et de 60% avec les photos que je prendrai ensuite au-dessus. De toute façon, je vais vous en faire la démonstration. Donc ça, c'est pour prendre les photos. Il faut aussi toujours garder la même distance entre l'objectif et l'objet. Donc je vais me déplacer de façon à créer une sphère concentrique autour de mon objet. Je garde toujours le même angle parce que si je prends une photo comme ça, une photo comme ça, on va avoir du mal à les comparer. Donc là, je me mets à 90 degrés par rapport à ma table. Tac, 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 je prends des photos. Je peux également faire beaucoup plus près un tour comme ça ou un tour comme ça. Comme ça, j'ai vraiment tous les angles. Et ensuite, je peux monter un petit peu en hauteur et refaire les mêmes photos jusqu'à arriver au final sur une sphère parfaite, enfin une demi-sphère parfaite, où j'aurais pris en photo l'intégralité de mon van. Voilà, dernière chose à faire attention, les ombres. Donc ça, quand on a des ombres, c'est embêtant parce que lors des traitements, eh bien, elles vont être conservées comme de l'information et comme la couleur, comme la texture de l'objet. Et donc, je ne pourrais pas créer d'ombre artificielle sans qu'elles viennent s'additionner à celles qui sont déjà existantes. Et du coup, ça peut un peu nous perturber. Là, en l'occurrence, c'est en dessous de notre van, donc c'est pas très grave. Deuxième chose qui peut être embêtante, toutes les surfaces réfléchissantes comme ça, eh bien, on devra faire avec, hein, puisque c'est l'objet que j'ai choisi de mettre dessus. Mais par contre, ça risque de très mal passer en photogrammétrie. On a plus de chances de voir les bonbons à l'intérieur que le sachet plastique, puisque ce côté un peu transparent va pas permettre de bien prendre toutes les photos. Enfin, de bien rendre le modèle. Voilà, donc c'est pareil avec l'eau, c'est pareil avec les miroirs, etc., qui sont des mauvais objets à prendre en photogrammétrie. Voilà, on se retrouve sur le logiciel. On va aller directement dans notre base de données. On est venu ajouter une BD van, une base de données van, qui contient les 53 photos que l'on a prises du van euh, et que l'on va pouvoir ajouter au logiciel. Donc, avant tout ça, on peut ajouter les photos, ça c'est pas très grave. Mais la première chose à faire quand on va dans un logiciel de photogrammétrie comme celui-ci, c'est de sauvegarder l'espace de travail. De cette manière, on va attitrer une base de données où travailler pour le logiciel. Là, il n'est pas par exemple à l'endroit où je voudrais, donc je vais aller faire Save, Save As, et je vais aller sur mon bureau, dans mon dossier photogramme, dans ma BD Van. Je vais faire ouvrir, et ici, j'enregistrerai un photogramme Van. Hop, et on enregistre. De cette manière, on a redonné un nouvel espace de travail à notre logiciel. Et si on va dans notre BD Van, ici, eh bien on retrouve bien, hop, on va le mettre en grand, notre photogrammétrie, et normalement, on va retrouver un fichier de cache qui devrait se créer, rapidement. On va vérifier ça. Hop, attribut, où est-ce que ça se localise? Des desktop photogrammes, BDVan, Meshroom Cache. Donc vu qu'on n'a pas encore lancé le logiciel, eh bien il n'a pas encore créé le fichier Meshroom Cache, mais comme vous le voyez, il sera bien au bon endroit dans notre BDVan, puisque l'objectif, in fine, c'est de pouvoir transmettre l'intégralité de notre photogrammétrie uniquement en utilisant BDVan ici. On compresse le fichier, on l'envoie comme ça, c'est pas très lourd et ça permet de facilement les changer. Voilà, on va pouvoir maintenant rentrer dans le travail. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est que toutes nos photos ont des métadonnées, hein, comme on l'observe ici. Ici, elles sont très faibles, hein, on n'a pas de localisation en X, Y, Z, parce qu'en l'occurrence, j'étais en intérieur avec peu de réseau. Et de toute façon, à cette échelle-là, c'est quand même assez peu pertinent, puisque avec un GPS de téléphone précis aux 3 mètres, parfois un peu plus, mais voilà, on va pas faire la différence entre une photo qui est prise comme ça et qui est prise comme ça, avec 10 cm d'altitude de différence. Donc voilà. Donc quel va être l'objectif des différents outils qu'on va retrouver ici? Déjà,
on va commencer, et c'est ce que je vous conseille de toujours faire, c'est par lancer l'outil Structure from Motion. Si vous lancez cet outil en faisant un clic droit et en faisant Compute, donc là on va le lancer, ça va dans un premier temps aller récolter sur chacune de vos images les métadonnées. Donc c'est très rapide hein, comme étape, puisque comme vous l'avez vu, bah, elles sont déjà disponibles là, donc c'est vraiment juste de lignes de code, on va dire. Ensuite, on va venir extraire tous les paramètres des images. L'objectif est de créer des groupes cohérents. Donc, par exemple, si on voit qu'on a des images qui sont prises par un appareil photo et un autre jeu d'images pris par un autre appareil photo, eh bien, ces deux lots d'images vont être traités séparément pour optimiser la réussite de la photogrammétrie. L'image matching va regarder des paires d'images, donc les images successives, et va regarder s'il trouve des points communs entre ces deux images, et il fait ça entre toutes les images, deux à deux. Ensuite, on va avoir l'outil qui s'appelle Feature Matching. Donc, il va faire ça sur l'ensemble des images. Donc, il va prendre toutes les paires et il va faire en sorte de créer tous les points communs entre ces paires. Et c'est là où ça va vraiment être important, c'est dans Structure from Motion. Et bien là, on va venir, grâce à ce nuage de points, et par récurrence de comparaison, placer l'ensemble de nos caméras par rapport à tous ces points qu'ils ont matchés pour remettre dans l'espace l'ensemble de nos prises de vue. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir constater si notre prise de vue est de bonne qualité. Donc c'est-à-dire si on est toujours bien resté à la même distance de l'objet en tournant bien autour, si on a toujours gardé le même angle de prise de vue, si on a fait des prises de vue qui permettent de voir l'ensemble des angles de notre objet, etc., etc. Et donc c'est le traitement qu'on fait en général lorsqu'on ouvre nos différentes images pour vérifier que notre prise de vue est bien correcte et voir si on va devoir reparamétrer tout ça pour l'améliorer. En parlant de reparamétrage, eh bien, en attendant que ça se termine, on va parler un petit peu de comment améliorer le référencement des images. Donc là, je connais le jeu de données, en plus je l'ai pris en photo, donc je sais qu'il est plutôt bien fait, mais ça ne sera pas toujours le cas. Parfois vous aurez des nuages de photos qui ne seront pas terribles. D'ailleurs c'est le cas pour celui que je vous donnerai pour le glissement de terrain. Et donc il faudra sûrement améliorer ça en utilisant notamment et bien ici dans Feature Extraction euh, les descriptions, les describers type. Donc l'objectif de ça c'est d'améliorer le nombre de tags qui va être placé sur les photos et donc d'améliorer le nombre de points communs entre les photos. Donc par défaut celui-ci est coché, le DSPSIFT. Et de ce que j'ai vu, si on coche également le AKAZ2, eh bien ça améliore pas mal le géoréférencement des points. De la même manière, on peut augmenter ici le nombre, le nombre et la qualité de ces describers, sachant donc de ces points communs, sachant que par occurrence, plus on va en avoir, plus ça va permettre de mieux géoréférencer des images qui ne seraient pas passées au premier tour, donc par occurrence. De la même manière, il faut vérifier dans les étapes suivantes, donc notamment dans Feature Matching, que les deux sont bien cochés, si vous avez coché les deux. À chaque fois, pareil pour Structure Form Motion. Parce que ça sert à rien de les créer si c'est pas pour les utiliser ici. Voilà. Évidemment, tout ça, ça va augmenter les temps de traitement. Donc je vous conseille toujours de faire un premier jet sans ces descripteurs et un deuxième jet si jamais vous n'êtes pas convaincu avec. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien typiquement, si on veut copier l'intégralité, et là c'est vraiment la force de ce logiciel là, si on veut copier l'intégralité de mes outils, sauf le premier qui est celui qui a indexé nos images, et bien on a juste à faire ça, clic droit, copy node, voilà. Il aurait juste fallu que je fasse duplicate nodes, voilà. On peut les baisser un petit peu pour qu'ils soient bien séparés. Et si on peut reparamétrer, par exemple en mettant ça et en mettant une super qualité, moi je vais faire tout le contraire, je vais mettre une super mauvaise qualité et je vais laisser que le premier descripteur. Et si cette fois-ci je relance ça, eh bien on va pouvoir comparer entre le traitement qui tourne depuis déjà
une paire de minutes et le traitement que je viens de lancer mais en mauvaise qualité, alors que là il est en qualité normale, et on va voir lequel est le plus rapide. Bon, en réalité ça risque d'être celui-ci parce qu'il ne va pas lancer celui-ci tant que celui-là ne sera pas lancé, mais de fait celui-ci va mettre par exemple 3 ou 4 fois moins de temps, voire davantage. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va stopper celui-ci, voilà, et qu'on va relancer celui-ci. Voilà. Oh là, non, erreur de ma part. On clique droit ici, compute, si on fait start, ça lance tout ce qui est sur la page, et là, on va perdre du temps. Donc voilà. Donc là, il faut se dire que c'est arrivé à cette étape-là et qu'on l'a arrêté au milieu de son travail parce qu'on trouvait ça trop long. Donc on repasse sur un nouveau schéma de traitement ici. Et donc voilà, vraiment à peine une minute ou deux après, on a enfin notre structure from motion. On peut double-cliquer dessus et il apparaît maintenant ici. Donc à titre de comparaison, j'avais déjà fait le test avec la version un peu plus solide en normal et on arrivait à 53 000 points de comparaison, enfin de points homologues ou de points amers, vous appelez ça comme vous voulez. Et ici on en a que 17 000, mais comme on le voit, les 53 photos sont utilisées. Et ici, dans l'image galerie, les 53 photos sont reconstructed et donc sont bien localisées. Et comme on le voit ici, elles sont bien localisées. Le seul truc, c'est qu'on constate très rapidement que j'aurais dû faire une ligne supplémentaire ici sur le côté gauche et un peu en altitude pour bien avoir ma sphère complète. Mais bon, c'est pas bien grave. Globalement, les photos sont plutôt pas mal. Elles sont toujours à une distance équivalente. On peut aussi observer l'angle. Elles sont toujours à un angle équivalent sur l'objet. Donc, à part cette ligne qui peut manquer, eh bien, tout ça est très bien. Puisqu'on est content de ça, eh bien, on va pouvoir continuer les traitements. Ici, on va ensuite préparer les scènes pour... en fait, on va préparer nos images pour faire le nuage de pointe dense. Et pour faire ça, on aura besoin du coup de faire la profondeur des images. Et ensuite, on va filtrer cette profondeur des images. Donc, on va simplement lancer comme ça. On va regarder si on peut un petit peu réduire. À cette étape-là, j'aime pas trop réduire parce qu'à mon avis, ça va trop altérer la qualité de mon rendu. Donc, je vais simplement envoyer le DepthMap Filter 2 et je vais le compute. On va attendre que ça se termine. On va regarder le résultat. Donc, ce sera en 2D, ça sera des cartes de profondeur des pixels. Donc, l'objectif est ensuite de reconstituer donc notre maillage, donc notre meshing en 3D. Donc on se reprend tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après les étapes de carte de profondeur. Donc on va directement aller observer le résultat des cartes de profondeur filtrées. Donc ici on peut voir les points qui sont le plus en avant et les points qui sont les plus en arrière. De la même manière ici. Donc ça semble avoir plutôt bien marché. Voilà, dans l'ensemble. Et donc à partir de ce stade-là, on va pouvoir faire le modèle 3D et les textures. Donc pour gagner un maximum de temps, eh bien, on va diminuer l'angle d'observation. Donc ça permet en fait d'avoir une prise de vue qui est plus centrée sur le centre de l'image, donc en l'occurrence notre objet. Donc on va la réduire à 6 par exemple. Et on va limiter au maximum le nombre de points dans le maillage qu'on veut faire. Comme ça, on va gagner beaucoup de temps. Donc on va enlever un 0 partout. Et on va même passer à 3 et à 3. Donc là l'objectif est vraiment de gagner un maximum de temps, mais forcément le rendu va en... On va même passer à 2. Le rendu va forcément en pâtir. Mince. Ah. Bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et donc ici on laisse tout pareil, il va récupérer par rapport à notre truc, et là il va nous le faire par rapport à ceux d'avant, donc normalement on est tout bon. Et donc là on peut faire clic droit, compute, et on va revenir dans quelques minutes une fois que notre maillage sera réalisé. Et voilà, on est enfin arrivé au bout de la chaîne de traitement. Donc à partir de là, on peut regarder en double-cliquant sur Meshing pour ajouter le méchage. Voilà. Donc on voit
Notre petit van, le sachet au-dessus qui est quand même pas très bien fait, mais comme je vous le disais, c'est à cause du fait que ce soit transparent, et les surfaces autour bah, qui ont été récupérées, voilà. Donc ça c'est le premier mesh, mais le mieux c'est de regarder le mesh filtré, donc qui va être sûrement un petit peu plus propre, voilà, pas de grand chose mais quand même, voilà. Et on peut rajouter les textures par dessus pour voir visuellement à quoi ça ressemble. Et donc là on se rend compte que c'est quand même plutôt pas mal. Donc sur mon précédent modèle j'avais fait un peu mieux, mais j'avais mis des paramètres un peu plus haut. Mais ça donne déjà une première idée, et puis on se rend compte que c'est quand même vraiment cool. Seule petite chose, après il faut aller regarder un tuto sur Blender pour savoir comment supprimer le tour et conserver uniquement l'objet en 3D. Et si vous recherchez d'ailleurs ces objets là, eh bien il suffit d'aller les chercher dans ici, voilà, des desktop, photogrammes. Donc là où vous l'avez enregistré, dans le cache, texture, et là vous allez le retrouver là en objet 3D. Voilà, à partir de là, eh bien on peut sauvegarder pour ne rien perdre et quitter. Vous avez réussi à faire votre première photogrammétrie. Donc évidemment, des logiciels que je vous recommande par la suite, c'est Blender pour un petit peu améliorer le rendu et faire un bel objet. Et puis après, vous pouvez le mettre dans un certain nombre de logiciels pour faire des mesures ou des choses comme ça en fonction des outils. Mais ça, on pourra voir ça une prochaine fois.